Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Béatrice Vivien. Bonjour Béatrice. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes historienne de l'art et avez soutenu une thèse de doctorat à l'Université Paris IV relative au château de Maisons-Laffitte, un chef-d'œuvre attribué à l'architecte François Mansart. J'ai abordé ce sujet historique cet été dans un format court de Comme d'Archi. À partir de ce podcast, nous avons pris rendez-vous pour que vous puissiez apporter à nos auditeurs votre expertise sur le sujet. Votre thèse s'intitule « Les demeures et collections d'un grand seigneur, René de Longueuil, président de Maisons, 1597-1677 ». Alors on va commencer par le début. Quel est votre propre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à soutenir cette thèse ? Alors j'ai entamé des études d'histoire de l'art quand j'étais jeune, jusqu'à une première année de thèse. Et puis la vie aidant, j'ai stoppé ma première thèse qui portait sur les cryptes hors œuvre en Rhénanie au XIe siècle. Donc on était assez éloigné du château de Maisons. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler au château en l'an 2000. Et là, je connaissais pas, comme tout le monde, comme beaucoup de gens finalement. Mais en travaillant avec le service pédagogique, je me posais beaucoup de questions. Et puis, j'avais pas toujours les réponses. Et voilà, donc... Vous étiez mansonienne ? Je suis mansonienne depuis 1965. Oui, donc forcément attachée à ce patrimoine. Attachée, mais en même temps, c'est toujours le problème, c'est un petit peu le problème du château. C'est-à-dire que, et surtout à l'époque, on le regardait, mais on n'y rentrait pas. On a beaucoup étudié l'architecture, mais pas la personne et pas son commanditaire. Et quand on parlait de René de Longueuil, les gens s'arrêtaient pile parce qu'on ne connaissait pas son nom. Il n'avait pas fait l'histoire de France. Donc c'est ce qui m'a amené à me dire, même quand on construit un beau château comme ça, quel est l'homme qui l'a construit et comment on y vivait. Alors, en effet, vous avez axé votre recherche sur René de Longueuil. Alors, qui était-il vraiment ? Quel rôle a-t-il joué dans cette édification ? Alors, René de Longueuil, c'était un homme extrêmement important, prédécesseur de Fouquet en tant qu'intendant des finances. On a envie de dire, il a eu le même parcours. Il n'a pas terminé en prison. Voilà, il n'a pas terminé en prison, mais un homme riche, puissant, très très fortuné, beaucoup d'entre-gens, beaucoup de relations, qui construit un beau domaine, qui reçoit le roi, surintendant de finances, ministre d'État, et 4 fois il reçoit le roi au château, donc des très belles fêtes. Une disgrâce d'exil qui dure 3 ans. Pour quelle raison ? Très certainement un cumul de charges. Déjà à l'époque, homme trop puissant, on l'exile et ça se termine bien. Fouquet, ça se terminera moins bien. Oui, c'est après vos vicomtes. Mais surtout, Louis XIV a grandi. Il a 10 ans de plus. Ouais. Et à ce moment-là, les puissants, on les évacue, la fronde est terminée. Alors que là, on est encore on sort de la fronde, donc on a aussi besoin des puissants. On peut pas tuer tout le monde. Et le jeune roi n'a que 12 ans à ce moment-là. Donc, ce qui est, en fait, j'ai envie de dire que René de Longueuil préfigure le cas de Fouquet, mais Fouquet, ce sera la sentence finale. Alors, comment il se met à projeter cette édification ? Il avait déjà à Maisons ce qu'on appelle le jeu château, qu'on commence à connaître un petit peu par les plans, par les inventaires, etc. Un vieux logis qui faisait partie de la seigneurie de Longueuil.
Et ce vieux logis, c'est vrai qu'il tombe un petit peu en ruine. On parle d'incendie, on parle de pierres brûlées par le feu. Je pense qu'il devait être à retaper. Et puis René de Longueuil hérite de son père du domaine. Il hérite aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué, de la fortune de sa femme. En tout cas, en 1630, il hérite du domaine de son père et il commence à projeter le château de Maison, sans avoir touché l'argent de sa femme, qu'il n'aura réellement qu'en 1640. Donc, un projet très certainement de changer, de faire un bâtiment neuf à côté du vieux bâtiment, mais ce bâtiment va être exceptionnel. Et voilà. Donc, c'est l'histoire du château de Maison. Alors justement, dans la datation, moi cet été, quand j'ai fait mon petit podcast, j'ai repris les dates que l'on voit partout, à savoir 1642 pour l'édification du château. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec ces dates. Quelle est la chronologie ? En fait, on est amené, quand on regarde les actes de construction du château et surtout aussi les registres paroissiaux, on voit bien qu'à partir de 1633, il y a déjà beaucoup d'ouvriers qui arrivent à Maison. Donc ils sont mentionnés, carriers, voituriers, maçons. Donc on voit toute une population du bâtiment qui arrive. On voit aussi des voies qui se construisent, on charrie des pierres, on met des pavés. Donc à partir de là, on a un gros chantier qui se prépare. Donc on démarre à peu près, les premiers actes importants en 1633, et ensuite on a une succession, on a tous les corps de métier qui se succèdent, et pour finir avec et à ce moment-là on peut commencer vers 1640 à dire on commence à être à l'intérieur, on a posé la charpente, on a posé les tuiles, on a posé les pots à feu en étain, on a posé le métal, et puis on va arriver la menuiserie, les vitriers. Donc, en faisant la liste de tous ces ouvriers, on voit exactement le déroulé du chantier. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, le château a été déjà dessiné ? Alors, les plans sont attribués à François Mansart, même s'ils ne sont pas signés. Le château a toujours été attribué à Mansart. Au château, on a la chambre dite François Mansart. Ça fait une appellation. Le château est attribué à François Mansart. Je crois qu'on ne va pas revenir sur l'attribution. Le projet démarre très certainement quand René de Longueuil prend possession des terres en 1630 à la mort de son père. Et donc un chantier qui démarre en 1633. Et le château est déjà visité et René de Longueuil signe les actes en Montchâteau à partir de 1643. Donc bien avant la date de 1646 inscrite sur la façade jardin qu'on considère comme la mise hors d'eau du château. Voilà. Donc 1643, on a aussi la visite de Mazarin et de Gaston d'Orléans au château. Pas au vieux logis seigneurial. D'accord. Et donc la construction a commencé par le centre. Comment ça s'est construit ? On parle du château, mais en fait, il faudrait parler très exactement de domaine. Domaine, ça sous-entend un bâtiment d'habitation et puis des dépendances. Donc, en regardant la chronologie des bâtiments, des constructions, évidemment, c'est le beau logis qui démarre en premier, et surtout les remuements de terre, ce sont les jardins. Donc déjà, le château se positionne vers la Seine, vers le fleuve, et donc à partir de là, on commence à aménager un port et une voie d'acheminement des matériaux qui sont acheminés par bateau. Donc on commence par faire la voirie, ensuite on fait les jardins, et ensuite on commence le bâtiment. Qui est le jardinier ? Alors le jardinier, on attribue aussi les jardins à François Mansart. Ah oui. Donc ça commence par des gros travaux de terrassement. Des gros travaux de terrassement, ensuite l'édification des contre-escarpes, les sous-sols, et puis petit à petit le château se monte et ça va, je veux dire, non pas assez vite, mais on voit quand même bien la progression totale jusqu'à la dorure des pommes sur le toit. Et puis ensuite on va passer aux dépendances et on va faire une espèce de recul puisqu'on va passer ensuite au bâtiment du manège et des écuries qui est positionné dans l'avant-cour. Et puis, on va partir tout au loin, on va arriver jusqu'à ce qu'on appelle l'entrée du roi, qui est en fait le relais de chasse. Donc là, on est déjà à 2 km du château. Et puis, on va construire les entrées latérales vers Saint-Germain et puis vers Fromainville. Donc les 2 entrées qui gardaient le parc. Et puis, on finit quasiment en 1667, c'est-à-dire 10 ans avant la mort de René de Longueuil, le chantier est terminé. Donc il faudra des années. René de Longueuil profitera réellement de son domaine qu'en 1667 avec les chantiers terminés. C'est son projet de vie. C'est un projet de vie. C'est énormément d'argent. C'est une persévérance. Donc ça, c'est pour l'édification du domaine. Ensuite, on peut parler aussi des travaux à l'intérieur du château, où il va y avoir un changement non pas un changement de plan, mais un changement de voûte,
puisque le château, donc on va dire 1646, le château est mis hors d'eau. On sait qu'il habitait déjà depuis 1643. Et à partir de 1658, on change le couvrement des salles du premier étage. L'appartement noble, qui était couvert avec ce qu'on appelle un plancher doré, brusquement, on va le surélever avec des voûtes à l'italienne. Donc, 10 ans après avoir quasiment terminé, on recommence, on casse tout. C'est énorme. C'est le signe de quoi? Quelle était la personnalité de René de Longueuil? Parce que c'est lui qui décide ça. C'est lui qui décide ça. En même temps, on peut dire que ce plancher doré qui couvrait l'appartement noble était déjà peut-être un petit peu dépassé. Et puis, il y a ces voûtes à l'italienne qui arrivent. Et là, on sent l'homme qui est au fait de l'actualité, au fait de la mode. Et donc, on casse tout et on fait autre chose. Et là, c'est absolument fabuleux. En même temps, il est devenu marquis en 1658, ce qui va lui permettre, notamment en haut de la cheminée de l'antichambre du roi, d'installer toute une structure pyramidale avec ses armoiries et la couronne de marquis. Et là, c'est là où on voit qu'on surélève les voûtes et voilà. Il faut mettre son titre en perspective. On met son titre en perspective. Alors, pouvez-vous nous parler de l'architecture du château et de son concepteur François Mansart? Vous parlez d'attribution, alors peut-être que c'est pas si limpide que ça. Les façades, la distribution, les matériaux. Ce qu'on découvre quand même, c'est que René de Longueuil habitait jusqu'à la mort de son père dans la rue Michel-le-Comte, dans un hôtel particulier, et que dans cette rue habitaient aussi Jean de Choisy et Jean-Jacques Klein, qui avaient leur propre, qui feront bâtir notamment Balleroy par Mansart. Et Mansart lui-même viendra habiter rue Michel-le-Comte en 1631. Donc on voit quand même qu'il y a quelque part un cercle qui est créé rue Michel-le-Comte autour de François Mansart. Et probablement ce voisinage de parlementaires qui disent de financiers, moi j'ai fait ma construction par François Mansart, c'est très certainement un cercle de relations, une logique de réseau. Une logique de réseau, voilà. Et ça, en regardant un petit peu les archives, on voit bien qu'ils sont concentrés quand même rue Michel-le-Comte. D'accord. Donc alors, façade, distribution, matériaux, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu quand même? Alors là, bien sûr. Alors, les pierres, il faut parler des pierres quand même. C'est le calcaire de Saint-Leu-d'Esserand. Il y a plusieurs couches de calcaire. Il y a un calcaire tendre, très tendre, c'est la pierre de Saint-Leu. C'est celle qu'on va tailler en très grands blocs, parce que facile à tailler, et qui va servir du coup au bloc d'assises. Et c'est cette pierre aussi qui va servir à la sculpture, parce qu'elle est facile à sculpter. Et c'est une pierre un peu jaune, donc c'est cette pierre qui est utilisée au château, j'allais dire non pas en parement, mais en bloc entier. Il n'y a pas de moellon entre deux blocs. Donc c'est un château qui revient extrêmement cher au niveau de la pierre. Ensuite, il y aura une autre pierre, la pierre de Vernon, qui elle va être utilisée pour les ordres doriques. Alors on sait que le château va s'étager entre l'ordre dorique, ionique et composite au dernier étage. La pierre de Vernon est une pierre très dure. Donc pour l'ordre dorique, c'est bien parce qu'il n'y a pas de sculpture, on taille juste le chapiteau et en même temps les colonnes sont elles-mêmes très dures et vont pouvoir soutenir le reste de l'édifice. Donc on voit que la pierre est utilisée selon sa fonction et ça c'est très très intéressant aussi. Donc cette façade, elle est énormément sculptée, très riche, avec un décor qui fait appel à l'héraldique et à l'Antiquité, notamment avec le rapport de Rome, puisque René Longueuil, président à Mortier, fait appel au Parlement, donc se réfère toujours à la ville de Rome. Donc un décor mythologique, héraldique, à l'antique. Un décor donc, qui reprend les ordres, et ça c'est François Mansart qui aimait beaucoup reprendre la hiérarchie des ordres, et avec un cumul de décors en haut, concentré sur l'avant-corps, avec un cumul en hauteur sur l'avant-corps. Parce que cette façade, elle était faite pour être vue depuis l'entrée du roi à 2 km. Et donc, cette entrée du roi débouche sur une longue avenue qui fait un peu comme une longue vue et qui grossit. Et le point d'optique premier, c'est le fronton des combles, avec ce trophée, ce lanternon, ce pot à feu. Donc, c'est ce qu'on aperçoit en premier en venant de Saint-Germain. Et donc, on voit aussi que le décor s'étage et à vue d'œil. Et au fur et à mesure qu'on approche du château, la vue descend petit à petit et va pouvoir se concentrer sur le niveau bas, sur l'ordre dorique. Donc là encore, la graduation qui aide l'œil à avancer. Donc c'est une façade transparente, puisqu'il y a un corps simple. Ça aussi, c'est voulu, c'est un petit peu un mirage. On dit, est-ce qu'il y a vraiment
Est-ce qu'il y a quelque chose ? Des ailes qui viennent en retour avec des terrasses, mais qui sont elles-mêmes portées par les douves. Or, les douves, on les a oubliées puisqu'elles ont été comblées sous Jacques Lafitte, une partie des douves. Et en fait, ces douves servaient un petit peu, le château, en fait, c'était un petit peu comme un volcan qui sort de terre. C'est une poussée, hein, le château. On sent derrière une force exceptionnelle et qui sort en permanence. Quand on le voit de Paris, enfin, quand on vient de Paris, on voit une masse énorme qui n'est pas en rapport avec l'environnement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois il y a une massivité et aussi du mouvement, de l'énergie, du dynamisme, de la transparence par cette perspective traversante. Absolument. Quand on est dans le vestibule, on se tourne à droite, à gauche. On est à la fois, on est nulle part et on est projeté soit vers Paris, soit vers Saint-Germain. Donc ça, c'est l'effet du bâtiment. On a aussi la lumière très importante sur la façade, puisque le jeu des pilastres, des colonnes, des frises, des corniches, fait que selon la lumière du jour ou un nuage qui passe, la façade va changer, va bouger. Oui. Et donc, on sent que la lumière est utilisée comme élément de décor, aussi bien à l'intérieur où il y a très peu de peinture, très, très peu, et surtout sur la façade, un peu comme des touches de piano qui s'animent selon la lumière. Et alors, côté Paris, cet escalier, la rampe de l'escalier est aussi presque baroque dans une ordonnance classique. On est vraiment dans cette distension classique baroque, en fait. Ah ben complètement Ouais. baroque. Le château, en fait, est complètement baroque, c'est un trompe-l'œil. Oui. Trompe-l'œil permanent. Aussi bien extérieur, à l'intérieur, c'est rempli de trompe-l'œil. Et alors, j'ai le souvenir, quand je l'ai visité, on nous racontait que l'entrée, donc ce qui est l'espace central dans lequel on rentre, n'était pas fermée. Non, c'était pas fermé. En fait, c'était fermé par des grilles métalliques qui sont un chef-d'œuvre absolu, qui sont maintenant au Louvre. Oui. Donc ces grilles de ferronnerie exceptionnelles laissaient passer la transparence, l'air, le vent. Donc il n'y avait pas de vrai fermé. C'était pas c'est clos. ça. Oui. Voilà. C'était. Par contre, ensuite, on les a trouvées tellement belles qu'on les a enfermées dans des volets de bois. On mettait les volets de bois quand même quand il y avait des visiteurs et même des occupants. Sinon, le château était épouvantablement froid. L'air rentre, le vent, c'était horrible. Voilà, c'était le premier cas d'ailleurs pour le premier château de Versailles. À la fin, on dit on a trop froid, on ferme. Et donc les grilles ont été déposées sous le comte d'Artois et maintenant déposées au Louvre. Et le comte d'Artois a fait vitrer le vestibule. Vous voyez, pendant quand même très longtemps, on est resté dans le froid. Alors la distribution à l'intérieur. La distribution, c'est un château qui en fait comporte 4 appartements, même si on aperçoit beaucoup de toits et beaucoup de retours. Les appartements des maîtres de maison au rez-de-chaussée, l'appartement des captifs pour le maître de maison et l'appartement de la renommée pour la maîtresse de maison. Et à l'étage, l'appartement noble de réception. Et quand on regarde la façade, l'appartement dit des Aigles, appellations qui vont changer par la suite au XVIIIe siècle, puisqu'on va parler pour l'appartement noble, l'appartement du roi, et pour l'appartement des Aigles, on va l'appeler appartement de la reine. Mais ce sont des appellations qui apparaissent au XVIIIe siècle, mais pas dans le premier inventaire de René de Longueuil. D'accord. Alors quand le roi vient à Maison, qu'est-ce qui se passe ? Alors on fait une première visite en 1651, le roi a 12 ans. Une fête, une très belle fête, très bon repas, parce que à profusion, peut-être que tout à l'heure on parlera de l'excellence de René de Longueuil, mais la table faisait aussi partie de son terrain d'excellence. Alors c'était déjà Vatel qui était dans les cuisines, vous ne savez en 1651, non. Alors Vatel, il n'est pas intervenu au château. Je crois que c'était Barthélemy Janson, enfin tout ça, toute la domesticité de René de Longueuil, enfin une grande partie de la domesticité, et maintenant, j'ai commencé un petit peu à la lister. Justement, c'est intéressant de voir les gens qui vont rester à son service, qu'on retrouve et qui franchissent les échelons, qui grandissent en échelons et qui vont rester à son service toute leur vie, jusqu'à la mort de René de Longueuil. Donc une grande fête, tout le monde est très content et tout le monde repart heureux. Donc la fête de 1651 ne se termine pas comme à Vaux, et René de Longueuil est déjà surintendant des finances. Ouais. Mais l'époque n'est pas la même du tout. Et donc après, il revient. Le roi revient en 1662. Il a grandi, il est marié, il a une Marie-Thérèse, Anne d'Autriche. Et là, c'est donc un roi de reine. C'est certainement le moment le plus important au château. On ne reverra jamais ça. Et là, la fête est encore plus grande et elle se termine par des bravos, des hurrahs de la cour.
Donc il y a Bâle, tout ça c'est relaté par les poètes. René de Longueuil est aidé à ce moment-là de son fils Jean, qui a pris le relais. Mais c'est une fête magnifique, magnifique. La reine reviendra toute seule en 1665, toute seule, façon de parler, avec Henriette d'Angleterre, Philippe, le petit dauphin. Et nous, là, on a une fête dans les jardins. Et puis, voilà, donc, et une dernière visite royale, enfin une visite quand la mort du dauphin en 1671. Donc on a 4 séjours attestés de la cour. Ils ne dormiront au château qu'en 1671. Voilà, qu'une fois. Une fois. C'est vrai. Alors, plus en détail, le chantier du château de Maison. On est dans des chronologies ordinaires qu'on peut retrouver aujourd'hui, clos, couvert, après la décoration, après... Vous l'avez déjà évoqué. Vous avez évoqué tous les corps de métier. Voilà, comment ça se passe, cette vie de chantier et cette édification? On ne sait pas si c'est Mansart lui-même qui a dirigé le chantier. Par contre, on a la liste des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier. On voit bien que ces ouvriers avaient des responsabilités énormes. Par exemple, le maître appareilleur, qui était le second après l'architecte, doit définir lui-même le tracé des pierres, des colonnes. Donc, il définit aussi bien les colonnes que ça, c'est dans les marchés. Donc, on voit bien le rôle du maître appareilleur. C'est lui qui va embaucher. C'est lui qui va surveiller le chantier. C'est lui qui va tenir les délais. À travers tous ces actes, on voit bien comment se passe un chantier au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il démarre le lendemain même de la signature du maître, il doit durer tant de temps, pas un plus, sinon il y aura des pénalités, et il s'arrêtera le moment venu à la date exacte. Donc on cherche aussi à avoir les matériaux les plus... on va chercher une économie de matériaux, non pas dans la pierre ou dans la charpente, mais dans leur proximité. Donc on va chercher les matériaux proches, et donc pour nous c'est ça le décevant pour la pierre, parce que c'était la pierre de bonne qualité. On aura la pierre de maison, donc René de Longueuil va donner la pierre, ce qui va nous creuser l'entrée du roi, parce qu'on a un fossé gigantesque en fait qui servait de carrière pour la pierre, et cette pierre de maison est de moins bonne qualité que la pierre de Saint-Leu. Donc cette pierre de maison va servir à l'édification des dépendances, les entrées latérales et l'entrée du roi. Et là, on va plutôt parler de moellons, même si devant on a des parements. Donc on voit aussi une hiérarchie du matériau, et une hiérarchie dans le coût, et bien sûr on va essayer d'acheminer par voie d'eau, qui est le moyen le plus économique et le plus pratique. Et si vraiment on ne peut pas, on va atteler des carrioles, mais c'était compliqué, et les chemins n'étaient pas bons, et puis on transporte moins par carriole que par bateau. Donc au niveau du bois, qui va servir évidemment pour toutes ces très belles charpentes, René Longueuil était aussi maître des eaux et forêts de Saint-Germain. Donc, à ce titre, il avait aussi le droit de prendre du bois dans la forêt. Est-ce que le bois provient des forêts de Saint-Germain ou de Poissy ou de Marly? Mystère. En tout cas, il avait le droit de s'approvisionner. Mais il va donc donner lui-même, il va fournir aussi le sable. Donc le seigneur, s'il le peut, il va fournir le matériau sur ses terres. Ça lui revient moins cher. Ensuite, il ne paiera que la fabrication et la pose. Tout ça, on le voit donc dans ces actes. Et comment s'appelle c'est le tailleur de pierre, c'est ça qui est... Alors, le tailleur de pierre, on a notamment Mathurin Perrier. Ouais. Il y a plein de noms, mais ça, c'est un nom vraiment, Mathurin, c'est joli comme tout, ça fait partie de son époque. On a Pierre Richaume aussi. Donc, on les suit. Ils se promènent aussi dans les différents chantiers de Mansart. Donc, pister les ouvriers qui ont travaillé au château, c'est très, très intéressant. On a aussi des dynasties d'ouvriers. On voit aussi qu'on a des ouvriers qui sont locaux. Donc, on va à Saint-Denis, enfin, c'est pas trop loin, ou Carrière, sous Poissy. Donc, ils viennent travailler sur un chantier. On a aussi des ouvriers qui sont itinérants, donc qui viennent d'autres chantiers. Donc, ceux-là, on les appelle présents. Présents sur chantier, donc un certain temps. Ensuite, une fois qu'ils ont fini, ils vont sur un autre chantier. Et on a ceux qui sont y demeurants, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils demeurent à maison, ils sont employés au château. D'accord. Oh, c'est passionnant. Du coup, ça m'apporte pas mal de réflexions. Au niveau de la charpente, ce sont des familles connues, ce sont des charpentiers connus. Ce sont des charpentiers connus. Je ne vous redirai pas le nom là à l'instant, oui. Mais c'est forcément quelque chose. Alors, les marchés pouvaient être signés par le secrétaire de René de Longueuil, mais les marchés principaux sont signés par René de Longueuil. Ah. C'est-à-dire notamment le marché de couvrement de charpente.
C'est le plus important. Donc c'est vraiment lui qui signe. Et quand on se promène dans les combles, sur les murs, on a des marques d'ouvriers, un petit peu comme dans les édifices religieux. Donc on voit arriver l'équerre et le compas, on voit arriver des rosaces, et puis la charpente, bien sûr, on a toutes les marques sur les poutres, puisque une charpente, elle est appelée à être montée, démontée, un petit peu comme un jeu de construction. Donc il faut que le successeur, le charpentier suivant, puisse démonter et remonter sans tromper. Donc ils font des marques de tâcherons. Voilà. Vous avez réussi à décrypter tout ça? Non. Les marques, on les voit bien, mais bon, ça, c'est toujours des barques, donc on les voit. Les rosaces et l'équerre et le compas, on les voit aussi, on les photographie. Voilà, mais c'est tout. On sait qu'ils ont marqué quelque part. On dit qu'ils ont signé le château. D'accord. Alors, cette forme de toiture, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous l'avez abordée dans... La toiture, moi, je l'ai pas spécialement abordée dans ma thèse. On appelle ça une toiture, une fois à l'avansart. C'est-à-dire que les hauts combles vont être recoupés et transformés en terrasses. On sait qu'on allait sur ces terrasses. Il y a un escalier de bois magnifique qui amène à ces terrasses. Donc, les occupants, les propriétaires, allaient là-haut pour voir les environs. Donc, c'est un lieu de spectacle. Donc, c'est un lieu qu'on va utiliser et on allait voir les arrivées au château. Voilà, c'est déjà une terrasse panoramique. C'est une terrasse panoramique. Donc, de nos jours, on y va beaucoup moins. Et peut-être aussi la fonction de surveillance? Fonction de surveillance, non. Enfin, non. Il y a des pavillons. Il y avait les pavillons d'avant-cour qui étaient là. Non, c'est plutôt les retours de chasse. C'est plutôt emmener ses invités pour profiter d'une vue superbe sur Paris. Enfin, Paris qui n'était moins... Pas le Paris que nous connaissons, mais une vue dégagée sur les lointains, sur la Seine, sur la vue sur le fleuve aussi, qui était un grand... On a oublié cette vue sur le fleuve. Les boucles de Seine? Bien sûr, on voit très loin. On voit très loin. Et ce qu'on a oublié aussi, c'est que les cheminées du château étaient recouvertes de pots à feu. Là, on n'a plus qu'un couvrement en tuiles, mais sur chaque cheminée qui sont très ornementées. Et pour les voir, il faut aller sur les toits. Et là-haut, il y avait en plus des pots à feu. Donc les toits du château, toute cette partie, était une partie de décor extrêmement importante. Que les toits, dont les terrasses des toits, permettaient de profiter. En quoi ce château incarne-t-il son époque? René de Longueuil apparaît dans votre thèse comme un commanditaire prônant l'excellence. Dans quelle mesure a-t-il promu les arts dans le cadre du château de Maison? Il a promu déjà la sculpture, puisqu'il a laissé faire une équipe de sculpteurs sous la direction de Jacques Sarrazin, qui travaillait sur les chantiers royaux de Saint-Germain, du Louvre, et qui ensuite passera à Versailles. Donc quand on parle de l'excellence de René de Longueuil, il emploie les ouvriers des chantiers royaux. Donc ça, la sculpture, c'est les chefs-d'œuvre absolus. Il emploie pour la peinture, il y en a très peu, le peintre Michel Corneille, qui intervient aussi sur les chantiers royaux et qui sera à l'origine de la fondation de l'Académie de peinture. Donc au niveau des artistes, c'est l'excellence absolue. Il va installer dans ce château des collections, notamment surtout des collections de tapisserie, des collections de porcelaine. À l'extérieur, on aura des orangers, une fortune en orangers. Ces jardins seront considérés comme une curiosité. Donc la cour vient depuis Saint-Germain. Versailles, le Grand Versailles n'existe pas, mais vient déjà voir ce qui se passe à Maison. Et on peut penser que les jardins de Versailles, où on dit, nous, un petit peu en s'amusant à Maison, c'est vrai, c'est l'avant-garde de Versailles. Versailles démultipliera à l'infini ce thème. Mais tout ce qui est en germe à Maison sera développé à Versailles. Il a servi d'inspiration. Il a servi d'inspiration et on vient à Maison pour ses curiosités. Alors, vous avez plusieurs fois parlé du paysage, de l'orientation. Comment a été pensée cette implantation du château? Elle est pensée à la fois face à la Seine, puisqu'on va profiter du spectacle du fleuve, on va profiter aussi, bien sûr, de l'arrivée d'eau, des arrivées d'eau pour les jardins, donc c'est important d'être proche. Mais en même temps, le château, il ouvre ses bras vers la forêt. Dans la forêt, il y a Saint-Germain et le roi réside à Saint-Germain. Et en même temps, dans la forêt, il y a un petit pavillon qui est entre deux, c'est ce qu'on appelait le château de la Mette. Et ce château servait de relais de chasse à Louis XIII, et il est un petit peu en ruine. Donc le château de Maison va se positionner aussi comme un relais de chasse. Et Louis XIII venait déjà avant, très souvent, à l'ancien château, chez les Longueuil. Il parle de mes amis Longueuil. Donc Louis XIII est un familier de l'ancien château.
Il y a fort à penser qu'il meurt en 1643, le château est déjà quasiment fini en 1643. Louis XIII verra évidemment l'édification de ce château neuf et qu'il viendra voir le chantier. Donc c'est vraiment un château qui se positionne pour accueillir le roi. Il lui tend les bras. L'entrée du roi est en fait un relais de chasse à part entière, puisqu'on a le pavillon de la fauconnerie et de la vénerie qui sont au bout. Donc c'est vraiment la chasse est là-bas, ce qui permet de chasser à toute l'année, à la fois aux faucons et à la fois aux chiens. Donc on offre tous les types de chasse. Et le château est en même temps à 4 km de Saint-Germain, dont il adopte la même implantation, c'est-à-dire avec des lointains vers Paris. Et le domaine de Maison se prolongeait sur la rive opposée. Donc la rive dite de Sartrouville maintenant, le domaine appartenait à René Longueuil, la Vaudoire, le fief appartenait au château. Il va paysager la rive opposée et créer ce grand axe de 5 km en fait, qui va depuis l'entrée du roi à Forêt de Saint-Germain jusqu'à Houille. Et là on a un axe droit qui n'a jamais bougé. C'est lui qui a créé. Absolument. Donc on a une trace archéologique absolument incroyable. Donc ce château, il faut l'imaginer dans son domaine, depuis les Landes vers la forêt de Saint-Germain, jusqu'à Houille. Quelque part, il y a une préfiguration. Enfin, il y a deux faces. Vraiment, la face campagne, nature, et une face qui commence à se modéliser dans quelque chose d'urbain, où c'est un petit peu pas vraiment le cas encore. C'est pas vraiment le cas. Non. C'est vraiment un domaine qui pourrait vivre en autarcie, puisqu'il a sa propre ferme, il a ses potagers, il a ses vergers, il vend d'ailleurs des fruits, il a des marchés de fruits pour vendre parce qu'il est en excédent. Il n'y a pas d'urbanisation, il y a le village à côté, mais le village est coupé complètement du château par des hauts murs, même si les villages participent quand même à la vie dans les offices et les tâches domestiques. Mais c'est vraiment un château, un village. Cela dit, René de Longueuil s'intéresse quand même au village, à ses paysans. Donc c'est pas un homme qui est coupé, qui vit sans savoir ce qui se passe à côté. Mais le domaine est suffisamment important pour être entouré de toute façon de hauts murs qui le protègent aussi des bêtes fauves de la forêt. Donc c'est un château qui vit seul. L'église du village est quand même mitoyenne du parc du château, et c'est l'église du village. Donc René de Longueuil... C'est la vieille église. C'est l'ancienne église, et René de Longueuil assiste à la messe à l'ancienne église. Oui. Donc au milieu des villageois. Il n'y a pas d'urbanisation. Non. Parce que c'est vrai que l'axe depuis la Défense, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui marque même et qui résonne jusqu'à Cergy, je dirais, presque. Et on est très imprégné de ça quand on connaît bien cette banlieue parisienne. Et c'est ce que met en valeur le vestibule qui est absolument dans l'axe de l'avenue dite maintenant Albine, mais qui va directement vers l'entrée du roi, vers la forêt. Et on est dans le vestibule, on continue, et on continue jusqu'à Houille tout droit. Ouais. Donc, quand on est dans le vestibule, on est au centre, on est sur quelque chose. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quelquefois, on se sent, c'est un peu mouvant. On est comme si on avait un fleuve sous les pieds, puisque on sent tout cet axe qui nous traverse, et nous, on est un point dessus. Et le château arrive comme un pont, en fait, à quelque chose d'un peu fantasmagorique sur cet axe immense. Mais il a quand même eu quelque part un élan vers Paris en créant cet axe. Et ils allaient à Paris. Alors, il avait un hôtel, très bel hôtel particulier à Paris, l'hôtel de Béthisy, où il résidait puisqu'il était parlementaire, président à Mortier. Donc, pendant les vacances parlementaires, c'est-à-dire quand le Parlement n'était pas en session, il venait dans son château de Maison. Je pense qu'il venait aussi autrement, puisqu'il était aussi, pendant la Fronde, il va aussi recevoir le roi au château de Saint-Germain, puisqu'il était aussi capitaine des châteaux de Saint-Germain et de Versailles, le petit Versailles, mais aussi le château de Saint-Germain, donc tenu de recevoir le roi quand celui-ci allait dans son château. Donc, il va en fait bouger beaucoup entre l'hôtel de Béthisy à Paris et Maison. Et il va créer, pour faciliter son arrivée depuis Paris, il va créer cet axe sur la rive opposée de la Seine. Mais il n'y a pas de pont. Donc pour traverser, on prenait un bac, un petit peu à ses risques et périls, ou alors on faisait le crochet par le Saint-Germain, et à ce moment-là, on arrivait le long de la Seine par une voie qui existe toujours, le long des coteaux. Voilà, Ménil-le-Roi. Voilà, mais l'accès, c'est vrai, n'était pas très aisé. D'accord. Qu'est devenu le château après parce que grâce à vos recherches, on sent que le commanditaire a vraiment marqué la vie, la naissance et la vie du château de Maison. Qu'est-ce qui se passe entre René de Longueuil et aujourd'hui ?
Alors, le château va rester chez les Longueuil pendant 4 générations, jusqu'à la mort de René Prosper, un petit enfant qui meurt à 1 an et demi des bras de la nourrice, il tombe par terre. C'est une mort atroce, mais... Donc, à ce moment-là, le château passe à la branche cadette, les Saucourt, dont il existe toujours des descendants, non pas sous le nom de Saucourt, mais sous un autre nom. Donc une branche cadette qui a toujours des descendants. Enfin, le château donc quitte les Longueuil. Mais jusqu'à René Prosper et surtout à son père, Jean-René, qui fut président de l'Académie des sciences et qui est un sujet à part entière, le château va évoluer et surtout les jardins du château vont évoluer. Ils vont donc atteindre leur maximum sous l'Ornée de Longueuil. Et le domaine est au maximum. Ensuite, on a la vente au maréchal Lannes. Et en 1818, eh bien, il y a le projet du pont et on commence à annexer les terrains, la partie de jardin qui était sur la Seine. Premier accroc. Et puis ensuite, Laffitte. Jacques Laffitte achète le château en 1818. Et puis là, le château est trop grand, trop cher. Voilà, il faut vendre. Donc, il vend le grand parc et se réserve le petit parc. Première atteinte. Et puis, au fil du temps, eh bien, on va vendre le petit parc qui était encore trop pour le château. Et puis, on va finir avec un jardin, j'allais dire un square. Mais vous dites que Jacques Laffitte vend, mais il va lotir. Ils vendent les parcelles. Ouais. Ce sont les propriétaires qui bâtissent à leurs frais. Oui, et suivant leur desiderata et leur envie de... Enfin, ils font des choix formels. Au départ, c'est des maisons de campagne assez simples, ce qu'on appelle la maison du Val. D'accord. Une maison toute bête, ça se ferait assez facilement de nos jours, mais qui quand même ont été agrandie dans le parc La Maison du Val. Elle était une entrée de 2 pièces, 2 chambres, un petit peu étroite. Donc depuis, les propriétaires actuels ont fait toujours un petit peu des agrandissements. Voilà. Mais au départ, c'est des maisons très simples, à bas coût, parce que René Longueuil, en démolissant le bâtiment du Banèche des Écuries, va pouvoir fournir de la pierre à bas coût et de la charpente. Et puis son vœu, c'est que c'est un petit peu social, que tout le monde puisse accéder à la campagne. Ensuite, on aura la deuxième époque de construction, les belles maisons du parc, beaucoup plus bourgeoises, beaucoup plus étoffées. Sous Jacques Laffitte. À la fin. Et puis surtout, après, sous le Second Empire, on voit arriver les grosses maisons cossues. Donc il y a une évolution aussi dans le bâti. D'accord. Et donc après Jacques Laffitte, que se passe-t-il ? Après Jacques Laffitte, eh bien, nous avons une raréfaction, un projet de lotissement. Donc le petit parc est vendu, loti aussi. Et puis on a même le projet il reste le château entouré d'un square. Donc là, le château Hygiène, il est dans l'axe... on pourrait construire une autoroute depuis Paris jusqu'à Saint-Germain. Donc c'est tout droit, c'est tracé. Donc Hygiène, non, on va l'enlever parce qu'il nous embête. Et à ce moment-là, sauvetage par l'État. En 1905, l'État rachète in extremis le chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre, il est en mauvais état. Il n'a plus rien. Donc là, il y a un gros effort et beaucoup de choses qui font qu'on voit le château aujourd'hui, mais ça a été très très long, très difficile. À remettre en état. Alors justement, actuellement débute la réhabilitation des jardins. Depuis quelques mois, il me semble. Qu'est-ce qui a déclenché ce projet de réhabilitation ? Et votre travail a été utile, je crois. Avant de réhabiliter les jardins, on a remis en état cette magnifique grille, donc qui est vraiment très belle. La façade a d'abord été nettoyée, aussi ravalée. Donc là, c'est ce qu'on voit de nos jours, très très beau travail. La grille, on continue la grille. Et puis maintenant, les jardins. Les jardins étaient en très mauvais état. Et ils étaient mangés par la pyrale notamment. Et puis il y a les problèmes maintenant on ne peut plus utiliser les mêmes, les mêmes produits, les mêmes désherbants. Enfin bref, ce qui pose des tas de problèmes d'entretien. Et les jardins maintenant, effectivement, on se penche sur l'état des jardins. Ça devient un sujet d'intérêt. Donc, dans ma thèse, j'ai bien remis d'aplomb les premiers jardins sous René de Longueuil. Et le parti pris non pas du château, mais du CMN, c'est non pas de refaire à l'identique, parce que de toute façon, on ne peut pas, puisque beaucoup de ces jardins ont été pris par la voirie ou par des constructions latérales, donc on ne peut pas revenir là-dessus. On enlève les parterres de broderie, je crois qu'il y a juste un dessin maintenant pendant le projet, parce que c'est trop cher. C'est juste garder la mémoire. On garde. Par contre, le parti du CMN n'est pas inintéressant du tout, en fait. C'est qu'au bout du jardin vers la Seine, ils ont fait des levées de terre, elles sont faites, qui seront plantées d'arbres. Et ça veut dire que le visiteur qui sera dans le vestibule aura la vue guidée comme par une longue vue, c'est-à-dire que l'œil va être obligé de glisser entre les 2 levées de terre, prendre le pont qui est dans l'axe et continuer vers Paris. C'est-à-dire qu'à défaut de rouvrir, de récupérer toutes les terres et les jardins qui étaient sur les côtés, on va au contraire cacher les constructions qui sont venues
s'agglomérer. Et on va guider l'œil, on va Redonner une perspective. redonner la perspective. Mais alors, du coup, quand on arrive de Paris, on verra plus cette grande façade? Ah si, parce que Ah, les si. levées de terre sont D'accord. pas, elles sont à hauteur tout à fait raisonnable. D'accord. Mais on va se promener dans un espace qui n'existe plus. Oui. C'est l'œil qui va aller se promener, mais en même temps, on va rendre accessible, on va pouvoir déambuler librement dans ce jardin, j'allais dire, puisque les allées vont être élargies, on va pouvoir profiter, s'approprier davantage ce jardin qui était un petit peu, on n'avait pas envie d'y aller parce que de toute façon on avait déjà vu ce qu'il y avait au bout, donc c'est pas la peine, voilà, un petit peu on n'y allait pas trop. Alors, comment le château s'intègre-t-il dans la ville aujourd'hui? Parce que là, vous parlez d'une restitution de la perspective, finalement, du château dans quelque part une certaine autonomie. Mais il fait partie de la ville maintenant. À votre avis, de quelle manière il... Le château, c'est très difficile parce que depuis Laffitte, en fait, le centre du pouvoir a changé. Avant, c'était le château, le village. Et maintenant, Laffitte a transporté le centre du pouvoir en ville. Et maintenant, les gens se sont groupés autour de la gare. Donc le château s'est trouvé démuni. Donc petit à petit, la ville de Laffitte s'est faite sans le château. Et donc maintenant, il faut qu'on retrouve le château. Donc on a des liens très forts avec le château. Les travaux d'embellissement extérieur, que ce soit la façade, la grille, les jardins. Maintenant, les gens, les Mansoniens, redécouvrent ce qu'il est beau notre château. Ils se réapproprient le château. Oui, c'est une reconquête. C'est une reconquête. Ouais. Bon, et puis, au niveau culturel, enfin en tant que municipalité, il y a beaucoup de projets en lien avec le château. On est impatients de découvrir ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Que conseilleriez-vous aux étudiants en histoire de l'art aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme mot de la fin ou en conclusion sur ce chef-d'œuvre? Les étudiants en histoire de l'art, ils ont beaucoup de chance de continuer d'être dans le vif du sujet. Moi j'ai fait une thèse un petit peu tardive, donc qui m'a pas permis de prendre pied dans la profession. C'est pour mon plaisir personnel. Je pense qu'il faut faire sa thèse très jeune, tant qu'à faire. Pour conclure, moi je voudrais citer quand même un peu notre maire Jacques Miard, qui veut faire savoir que ce château, c'est évidemment un fleuron pour la ville. Le président Philippe Bellaval, le président du Centre des monuments nationaux, s'intéresse beaucoup aux lieux. On a beaucoup de chance. Donc grâce à lui, il y a eu tous ces travaux. La ville aide dans sa propre partie. Là, par exemple, on va mettre en lumière le portail rénové de la grille, donc ce qui va être la nuit, qui va être encore un point d'attraction. La ville est parfaitement consciente que son identité tourne autour du château, du parc de Laffitte aussi, dont on parle pas beaucoup, mais qui parle le sujet, mais parc, château et cheval, évidemment, puisque le cheval de course apparaît sous le comte d'Artois, qui utilise les grandes écuries du château pour loger ses chevaux anglais. Donc, à partir de là, on a une identité de la ville qui s'est forgée. Et on fait tout pour la défendre. Oui, parce que le champ de course est toujours menacé. Le champ de course est fermé à l'heure actuelle, mais les projets sont bien, bien avancés pour le faire ouvrir. Je sais que les Mansoniens sont bec et ongles attachés Absolument. à cette activité Absolument. de Maison Laffitte, qui est une partie très forte de son identité. Ouais. Grâce au comte d'Artois, grâce aux Anglais, grâce aux Stuarts aussi. Voilà, oui. Les premières courses de chevaux dans la plaine d'Acher, quand même. Oui, ça ne remonte pas qu'au 19e siècle. Non. Ouais. Encore un dernier petit mot? Bien, moi, j'ai été très heureuse de participer à cette émission. Très heureuse de vous recevoir. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire ressortir, en fait, par des sujets précis, des thèmes très particuliers. Et je pense qu'on n'a pas fini encore de reparler du château, de redécouvrir, et que l'histoire n'est pas close. Oui. C'est en effet très riche quand on lit votre sommaire. Peut-être que vous reviendrez dans l'émission parler de certains points de détail. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, et puis longue vie au château de Maison et à Maison Laffitte. Merci beaucoup. Merci Anne-Charlotte. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.